Alors dans cet exemple que vous voyez dans cette vue, je vais vous présenter comment nous pouvons utiliser des données historiques pour prédire l'admission des étudiants dans une école d'études supérieures. Donc pour faire cette prédiction, on va se baser sur leurs notes au concours d'entrée. Alors, l'objectif est de bâtir un modèle de régression logistique qui nous aidera à comprendre et à prédire les chances d'un candidat d'être admis selon les notes obtenues. Alors on va partir de données historiques, hein, donc, que vous voyez ici, à droite. Donc chaque entrée ici elle représente un étudiant avec sa note sur 20, sa note obtenue au concours, et son admission, donc oui ou non. Donc on reporte ces données sur le graphique ici, de la manière suivante. Donc l'axe horizontal représente les notes au concours, donc les notes vont de 0 à 20, et l'axe vertical indique simplement l'admission, donc admis ou non admis. Donc si, ici, on a une variable catégorielle, admis, non admis. Alors chaque croix ici représente un étudiant. Donc les croix vertes ici indiquent les étudiants qui ont été admis à l'école supérieure, tandis que les croix rouges ici montrent ceux qui n'ont pas été admis. Alors je vous rappelle qu'on est dans le cadre d'un apprentissage supervisé. Et rappelez-vous, l'objectif d'une modélisation au machine learning, dans le cadre d'un apprentissage supervisé, le but est d'essayer de comprendre la relation entre la note, donc la note ici, enfin plutôt ici, pardon, entre la note et l'admission, à partir des données historiques, ici, là, afin d'être capable de prédire l'admission pour n'importe quelle note, surtout pour une note qu'on n'a jamais vue dans les données d'apprentissage. D'accord ? Donc, essayons de comprendre un petit peu cette relation. Donc, on observe ici, on a une tendance générale qui se dégage, c'est que plus la note au concours d'un étudiant est élevée, évidemment, plus ses chances d'être admis sont importantes, et vice-versa. Néanmoins, comme vous pouvez le constater, il existe des exceptions à cette règle. Vous voyez ici, on a un étudiant ici avec 9,5 qui n'est pas admis, et un étudiant avec 9 qui a été admis. D'accord ? En fait, on a pas un problème, mais on a quelque chose à régler ici, au niveau des notes intermédiaires, où la tendance n'est pas claire. On n'a pas une note seuil à partir de laquelle on dit on réussit, on est admis ou pas. Donc en fait, on a quand même la réalité, on a une réalité qui est nuancée, parce que je suppose ici, c'est un exemple bien évidemment, on suppose qu'il y a d'autres critères qui peuvent jouer ici, à la marge, sur les notes intermédiaires, comme l'examen du dossier du candidat par un jury ou autre, d'accord ? Il n'y a pas que la note qui joue. Enfin, peu importe. Ce qui est important ici, c'est qu'on part du seul critère que nous pouvons quantifier, historiser, c'est la note obtenue, d'accord ? Des critères comme un jugement d'un jury en dernier recours, etc., peut influencer, mais peu importe, on va essayer ici d'essayer de comprendre cette variable admis, non admis, en fonction de la note obtenue au concours, d'accord ? Pour faire une prédiction. Alors, l'intérêt de la régression logistique dans ce contexte, c'est de nous fournir un moyen plus sophistiqué afin d'interpréter ces données, d'accord ? Plutôt que de donner une note seuil ou autre, d'accord ? Alors, rappelez-vous, dans le cadre de la régression linéaire, dans le cas d'une relation, de deux variables, une variable dépendante, une variable indépendante, ayant une relation linéaire, on pouvait modéliser cette relation par une droite. On avait un nuage de points qu'on approximait, qu'on modélisait par une droite. Ici, on voit bien que ce n'est pas possible. On n'a pas une relation linéaire entre les deux variables. D'accord ? On ne peut pas tracer une droite pour approximer au mieux notre nuage de points. D'accord ? Ce qu'il faut faire ici, c'est d'ajuster un nouveau modèle à ces points. Donc on peut calculer par exemple pour chaque note au concours une probabilité d'être admis. D'accord ? Donc ça va nous permettre de mieux comprendre les critères d'admission historique pour pouvoir prédire plus tard les chances de succès des futurs candidats. Alors pour capturer justement cette réalité un peu complexe ici, on va introduire une fonction mathématique, une nouvelle fonction. D'accord ? On va introduire une fonction qui va essayer de nous approximer tout ça. D'accord ? Alors, cette fonction doit refléter un peu la réalité ici, c'est-à-dire avoir une valeur ici 0 dans les valeurs les plus basses des notes, doit avoir une valeur qui se rapproche de 1 ici, d'accord ? Donc elle va commencer à 0 et finit par 1 sans le dépasser. Elle va nous calculer une probabilité en fait, d'accord ? Et auparavant, ce qu'on va faire, c'est que on va changer ici non admis, admis par des variables. On va mettre 0, 1, d'accord ? On va mettre ici 0, ici 1. Comme ça, on va calculer une probabilité qui va s'échelonner, une valeur qui va s'échelonner entre 0 et 1. Voilà, donc c'est fait. J'ai changé mes ordonnées ici, 0 et 1. Le but étant de raisonner en termes de probabilité. Maintenant, la fonction mathématique qui répond à nos besoins a une forme particulière. Donc, elle ressemble à la lettre S étirée. Donc, on va partir d'ici et puis on va monter vers la valeur 1.
Donc elle est très utile car elle nous permet, comme je vais vous montrer, de modéliser la probabilité d'admission de manière qui reflète la réalité. Au début, pour les notes faibles, les probabilités d'admission augmentent lentement, ici, d'accord. Puis il y a une zone autour d'un certain seuil, on va dire ici à peu près, où les probabilités vont commencer à augmenter plus rapidement, ici. Et enfin, pour les notes très élevées, l'augmentation des probabilités ralentit à nouveau pour se stabiliser vers la valeur 1. Donc sans jamais le dépasser. Alors cette fonction donc, que j'ai tracée, en raison de sa forme caractéristique, est appelée la fonction sigmoïde. Donc elle joue un rôle central dans la façon dont nous abordons la régression logistique. En l'appliquant à nos données de notes au concours, nous pouvons transformer ces notes en probabilité d'admission, ce qui nous donne un outil puissant pour prédire les chances d'un étudiant d'être admis. Alors, en introduisant cette fonction, nous faisons les liens entre les données brutes, de notes ici brutes, et des probabilités qui s'échelonnent entre 0 et 1, des probabilités compréhensibles et utiles. Donc cette étape, elle est cruciale. Et donc ici, dans la fonction sigmoïde, je vais vous donner son équation. Donc sigma, sigma de x est égal à 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. D'accord ? Alors, on va rentrer, dans quelques instants, on va rentrer dans le détail de tout cela, sur comment on calcule cette courbe, etc. Mais admettons qu'on dispose d'une telle courbe, donc on admet qu'on a calculé cette courbe, on peut passer des probabilités calculées ici via cette courbe à la décision finale. La décision finale, c'est-à-dire admis, oui ou non. Il suffit par exemple, on peut imaginer qu'on mette ici un seuil de 50%, ici, probabilité de 50%, d'accord ? On tire ici un trait. Et toutes les notes qui sont en dessous de cette probabilité de 50%, 0,5, d'accord ? Toutes les notes qui sont en dessous de 0,5, on va prédire une non-admission, d'accord ? La probabilité est jugée faible par rapport au seuil de 0,5. Et à contrario, toutes les probabilités qu'on a calculées ici, d'accord, avec cette courbe, toutes ces probabilités vont être supérieures à 0,5, et on va donc prédire un score de 1. Donc voilà comment cette fonction sigmoïde va nous permettre de prédire en fait notre variable binaire ici 0, 1, donc en jouant sur un seuil. Alors j'ai dit 50%, on verra par la suite, c'est plus compliqué que ça. Le seuil, on peut le changer. Et justement, c'est le fait qu'on change ce seuil-là qui va faire qu'on va ajuster notre modèle pour coller au mieux aux données d'apprentissage. D'accord ? Plus on a des données ici qui dérogent à la règle, c'est-à-dire qui sont élevées, mais qui présentent quand même un échec, c'est un non admis, plus par exemple, on va essayer d'avoir une courbe qui va être plutôt comme ça, c'est-à-dire qui s'étire un peu plus par là. On va déplacer la courbe à droite, par exemple. Mais je vais vous montrer tout ça en détail. Donc ici, une fois cette courbe tracée, on nous présente n'importe quelle note, qu'on n'a jamais vue auparavant. Ici, par exemple, on prend une note ici, et on regarde tout simplement la probabilité ici, et on décide en fonction du seuil. Voilà comment on fait dans la pratique. Alors maintenant, comment on va calculer cette courbe ? Cette courbe si importante, parce qu'elle est là pour nous donner des probabilités de réussite. Alors, on va un petit peu rentrer dans le détail. Pour être précis, en fait, si on injecte ici directement les notes, on les injecte ici à la place de x, et on calcule des sigma x, donc c'est la probabilité, parce qu'on sait que la fonction sigmoïde, vous pouvez le vérifier, elle s'échelonne, elle est comprise entre 0 et 1, elle a cette forme-là. Mais si on lui donne n'importe quelle valeur entre 0, 20, 40, 60, etc., on ne va pas forcément coller aux données comme ça, tout de suite. D'accord ? On va avoir certes la même forme, le même intervalle, peut-être un intervalle en tout cas compris entre 0 et 1, mais on n'aura pas forcément la courbe qui va être centrée sur le seuil ici, sur 50%, ou même au niveau déplacement ici, au niveau horizontal. Donc on n'aura pas forcément cette courbe-là. D'accord ? Donc on ne va pas injecter en fait les notes brutes dans cette fonction. On ne va pas calculer 1 sur 1 plus E moins la note, moins x qui est la note, et pour avoir cette fonction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire deux paramètres, d'accord ? Ça va être nos paramètres du modèle, donc les paramètres W et B, et on va injecter exactement Wx plus B. Donc x étant ma note, d'accord ? Et j'ai deux paramètres W et B supplémentaires. Ce sont des paramètres fixes, justement qu'il va falloir ajuster, pour avoir cette forme-là, cette forme et surtout cette position, d'accord ? Alors, regardons de près les deux paramètres dont je viens de parler. Donc ici, le paramètre B, c'est ce paramètre-là qui va nous permettre de contrôler le déplacement de la courbe à droite ou à gauche, donc sur un axe horizontal. D'accord ? Donc ça, c'est le premier paramètre à ajuster. Le deuxième paramètre est le paramètre W. Celui-ci va agir plutôt sur la pente de cette partie de la courbe entre 0 et 1. Donc c'est ce qui fait qu'on va avoir une sigmoïde plus ou moins raide ici. Une courbe plus raide ici indique une transition plus rapide, de faible à forte probabilité d'admission. Mais ceci autour d'une note spécifique. Alors en fait, chaque couple A et B, BW,
Chaque couple B et W vont nous donner une courbe différente. D'accord? Quand B et W changent, donc on a une courbe différente, et les probabilités calculées vont changer. On le voit très explicitement ici. Quand on présente au modèle une note ici, avec la courbe orange là, en trait continu, on aura une probabilité quasiment de 1, alors qu'avec la courbe en pointillé, on va avoir une probabilité un peu plus faible. D'accord? Là, ça ne joue pas beaucoup sur la décision finale, parce qu'on va avoir quand même ramené cette probabilité à 1 dans une décision admise. Mais imaginez entre ici, autour de ces points-là, ça n'est pas pareil d'avoir, on va le voir ici par exemple, pour cette note-là, on va avoir ici un seuil de 0, on peut monter, si on met quelque chose qui est un peu plus étalé, plus ou moins raide, etc., pour monter jusqu'à 0,3, 0,4. Alors qu'ici, on va avoir une probabilité plutôt de 0,2. Donc ça n'est pas la même chose. Parce qu'on joue sur le seuil, qui peut être plus ou moins 0,5, on verra ça plus tard. Le fait de changer W va influencer de manière importante la réponse du modèle. Alors, maintenant, on en vient à une question très importante, c'est comment choisir les paramètres B et W. Maintenant qu'on a vu comment elle joue comment sur la forme de la courbe, comment les calculer en fait? Justement, c'est le rôle de la phase d'apprentissage. Donc c'est le modèle. L'apprentissage justement du modèle consiste à régler les valeurs de B et W pour positionner cette sigmoïde, pour trouver ici la pente adéquate, pour trouver la place ici d'un point de vue, on a vu ici, la translation ici, parce que c'est pareil, je n'aurai pas les mêmes probabilités. En regardant cette courbe et cette courbe, ça n'est pas la même chose. D'accord? Ici, j'ai une probabilité faible relativement. D'accord? 0, peut-être bien 0,2. Ici, il va y avoir une probabilité de 0,2. Si j'utilise cette courbe-là, je suis à 0,7. Donc, ça n'est pas la même chose. D'accord? Donc, le fait de jouer sur ces paramètres-là va être notre moyen d'ajuster le modèle pour qu'il s'ajuste, pour qu'il reflète en fait les données historiques. D'accord? On verra après comment calculer l'erreur, etc., comme on a fait avec la régression linéaire. Donc, on va prendre une valeur particulière de BW, on va tester les prédictions du modèle sur des données de test et on va voir est-ce que ça prédit bien ou pas, etc. Et en fonction de ça, on va changer les valeurs de BW pour avoir les meilleures prédictions possibles. Bien sûr, dans le cadre d'un apprentissage supervisé, comme je dit tout à l'heure. Donc, c'est le modèle qui apprend à modifier les paramètres pour que la courbe sigmoïde colle le mieux possible au résultat d'admission que nous observons dans les données d'apprentissage. Donc, en résumé, la fonction sigmoïde, c'est l'outil grâce auquel la régression logistique va transformer les notes brutes, en probabilité nuancée. Pour cela, on a introduit deux paramètres, les paramètres du modèle. Ce sont les éléments que nous ajustons pour que cet outil fonctionne au mieux pour nos données spécifiques. Donc, ce qui nous permet, in fine, de faire des prédictions précises sur l'admission des étudiants à l'école.